Bonjour à toutes et à tous, ravi de partager ce petit moment avec vous pour un webinaire concernant l'onboarding de masse et surtout comment diviser par deux le temps de l'intégration. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez chronophage au niveau des ressources humaines, qui peut aussi, si c'est pas très bien fait malheureusement, être à l'origine de départ et donc d'impact assez important, que ce soit d'un point de vue financier ou opérationnel. Et donc le but aujourd'hui, c'est de vous donner des tips sur comment onboarder plus vite et aussi, bien sûr, comment onboarder bien. Et je suis accompagné de Cindy Gauguin, justement, pour ce webinaire. C'est le premier webinaire qu'on fait ensemble, Cindy. Oui, et oui. Bon, bah, super. Et mon premier tout court, d'ailleurs. Et le premier tout court, ok, bon, bah, top. Donc, alors déjà, avant de commencer, un petit mot concernant Staff & Go. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas Staff & Go, donc c'est un logiciel RH, un SIRH, utilisé par 17 000 entreprises, grosse croissance, puisqu'on a multiplié par 2 le nombre d'entreprises en moins d'un an. Donc des PME, ETI en grande majorité, et avec justement un module qui plaît particulièrement, c'est le module d'embauche qui permet de diviser par 7 la charge de travail sur l'embauche de collaborateurs. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi l'objet du webinaire dont on va parler aujourd'hui. Au niveau de Cindy, je te laisse la parole pour te présenter. Eh bien, je suis Cindy Gauguin, je suis la fondatrice de Katoche, ta pote RH, qui est donc une solution de mise en relation entre les indépendants des ressources humaines et les entreprises, alors plutôt les PME en ce qui nous concerne. Ce qu'on propose en fait, c'est un annuaire de freelance RH pour venir en aide à des PME sur des sujets extrêmement précis et ponctuels RH pour se structurer dans sa croissance, comme on l'a constaté. Et puis avant ça, j'ai été manager dans des grands groupes où on a fait beaucoup d'onboarding et notamment de l'onboarding de masse, entre 6 et 15 personnes onboardées à chaque fois. Donc c'est un sujet qui me parle bien et je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec Staff & Go. Bon, bah super. Merci Cindy. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à nous faire un petit retour dans le chat sur, on aimerait bien savoir dans quel secteur d'activité vous travaillez, et aussi combien de recrutements vous prévoyez de faire dans les mois qui viennent, vu que le sujet c'est vraiment l'onboarding de masse. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour dans le chat. En parallèle, je vous propose de commencer. Alors pourquoi on a décidé de parler de ce sujet-là? Tout simplement parce qu'il y a une enquête d'ailleurs qui est assez récente, qui date de février 2025, qui montre qu'aujourd'hui, les entreprises ont encore beaucoup de difficultés à intégrer les collaborateurs de manière efficace. Seulement 12% des salariés disent être satisfaits de leur onboarding, donc c'est un taux qui est très 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 faible. De l'autre côté, ce qu'on rencontre également souvent, c'est que ça prend quand même du temps aux ressources humaines de pouvoir intégrer ses collaborateurs malgré un niveau de satisfaction qui reste quand même très faible. Et on sait aussi que le prix d'un recrutement raté, enfin le coût d'un recrutement raté, pardon, est assez élevé, entre 30 et 60 000 euros, d'où l'intérêt, lorsqu'il y a un onboarding, de le faire de la meilleure manière possible. Mais en plus, quand on parle d'onboarding de masse, là où la chose va se compliquer, c'est qu'on va avoir un volume beaucoup plus important, donc plus d'activités également pour les ressources humaines. Et donc, théoriquement, on met un petit peu plus à risque la qualité. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de vous donner quelques petites astuces pour pouvoir éviter justement des difficultés sur l'onboarding de masse. Donc, alors n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. On les prendra peut-être plus à la fin et on y répondra. Mais déjà, en quelques mots, c'est vrai qu'au niveau de l'intégration d'un collaborateur, souvent on le divise en deux phases. La première, c'est ce qu'on appelle le pré-boarding, c'est-à-dire toute la phase entre le moment où on a identifié le candidat et le moment où on va l'intégrer dans les effectifs, le premier jour de l'emploi. Donc, c'est toute la partie entre guillemets contractuelle qu'il va falloir établir. Et une fois que le salarié effectivement est dans les effectifs, là, on va travailler sur l'onboarding cette fois-ci. Et donc, on va intégrer le collaborateur. Donc, si on reste sur la première phase, le pré-boarding, donc tout ce qui précède son arrivée dans les effectifs, là, effectivement, il y a quand même plusieurs enjeux qu'il va falloir traiter. Le premier,
c'est vraiment d'anticiper toutes les tâches administratives. Donc, il va falloir effectivement collecter les documents du collaborateur. Et on sait qu'à ce niveau-là, on a aussi pas mal de contraintes, notamment d'un point de vue RGPD ou d'un point de vue même, je dirais, droit du travail en termes de collecte des documents. Et il va également falloir, pour vous, en tant que RH, intégrer toutes ces données en pays. En général, cette étape-là, elle est non seulement assez chronophage pour vous, mais en plus, il y a des délais qui sont assez longs entre le moment où le salarié va répondre, va vous envoyer des éléments et vous allez les demander. Effectivement, il s'écoule quelques jours, voire quelques semaines dans certains cas. Et là aussi, on vous montrera comment vous pouvez accélérer cette partie-là. Ensuite, il y a la communication. C'est vrai que c'est important pour sécuriser le recrutement. Il faut absolument donner de la visibilité sur la suite. Très souvent, on voit que les retours qu'on a des salariés, c'est que, en fait, ils n'ont pas beaucoup de visibilité sur la suite des étapes. On leur demande des documents et on est dans l'attente souvent du contrat de travail. Là aussi, ce qui va être important de votre côté, c'est vraiment aussi de rassurer peut-être le collaborateur en ayant une communication en amont des différentes étapes. Ouais, Euh, je ouais, précise un chiffre. On est entre 10 et 20% de recrutement qui, une fois signé, n'arrive pas au jour J. C'est-à-dire que dans cette étape-là, le pré-boarding, il a vraiment du sens. Et exactement. maintenir l'engagement sur cette période est hyper important parce qu'on a une perte qui est quand même conséquente au niveau des recrutements. Une fois que c'est signé, en fait, on a tendance à se dire, bon, bah, on attend le jour J. Et Ouais. il y a quand même une perte à ce moment-là. Et ça, c'est important de rester hyper vigilant sur cette période, de maintenir cet engagement-là. Ça peut monter, je crois, jusqu'à 25% sur les secteurs, dans les secteurs en tension. Donc voilà, excuse-moi, Ouais. c'était une petite parenthèse, mais pour donner un peu de chiffres voilà, pour insister sur cette partie-là qui fait sens en fait qui fait partie Ouais. presque de l'onboarding pour moi, enfin de toute la période d'intégration, on va dire. Le pré-boarding fait partie intégrante de tout ça. Oui, tu as raison, c'est exactement ça, parce que ça permet alors soit d'éviter effectivement la non-arrivée du collaborateur dans les effectifs, ou alors au moins de l'avoir anticipé, parce qu'effectivement, avec cette communication régulière, on sera éventuellement au courant du risque qu'on a Ouais, c'est plus ça, on peut tôt, et donc sentir de que pouvoir. voilà, des fois on va dire: «Ouh, Ouais. ça sent le pâté». Comme ça, on peut Exactement. anticiper un peu. Exactement. Donc c'est pour ça que la communication, en fait, elle est importante pour eux, mais pour nous également, effectivement, en tant qu'employeur, et de détecter les problématiques futures. Après, ce qui est important, c'est de communiquer non seulement effectivement avec le futur collaborateur, mais également avec les parties prenantes dans l'entreprise, donc les différentes équipes, hein, l'équipe dans laquelle va être intégré le nouveau salarié, mais également les personnes qui vont être impliquées dans le cadre de l'onboarding. Donc là, le but, c'est vraiment de prévoir aussi la présence des différents acteurs dans l'entreprise pour pouvoir onboarder le salarié correctement. Donc, ce planning, il est hyper important aussi pour les équipes déjà en place. Et le dernier point, c'est vrai que c'est en termes de marque employeur, ça va être aussi important le fait que vous communiquiez, le fait qu'il y ait une visibilité aussi pour le futur salarié sur la manière dont il va être intégré dans les effectifs. Clairement, ça la rassure, et on a beaucoup de feedback, on le verra tout à l'heure, nous, au niveau de l'utilisation de Stafengo, notamment du module d'embauche. On a beaucoup de feedback des utilisateurs qui nous disent qu'effectivement, les RH nous disent que les salariés font souvent le retour que voilà, l'intégration via Stafengo, elle est impressionnante parce que tout est digitalisé et surtout on a accès à la documentation directement depuis l'application avant même le premier jour de travail, je dirais. Et ça va venir enlever, je dirais, de la charge mentale aux nouveaux collaborateurs et ça va faciliter l'intégration. Donc, ces étapes de pré-boarding, en fait, elles sont hyper importantes parce que ça va permettre justement de préparer, je dirais, sereinement l'arrivée du collaborateur, de faciliter également la prise de poste et surtout, de maintenir l'engagement. C'est vrai que ça sera plutôt dans la phase d'onboarding qu'on verra tout à l'heure, mais on commence déjà, je dirais, à semer des petites graines pour pouvoir Ouais, à faciliter. créer déjà un petit sentiment d'appartenance aussi, je trouve que c'est ça qui est Exactement, intéressant. ouais, Ouais. exactement.
Donc plus concrètement, en fait, nous, on a mesuré, là, je reviens 6 ans en arrière, hein, quand on a créé Stafengo il y a 6 ans, la genèse de Stafengo, c'était vraiment justement les difficultés, liées à l'embauche de collaborateurs. Donc là, on parle plus de l'aspect un peu contractuel, je dirais, où il fallait collecter des documents, ressaisir les données 2-3 fois, une fois dans le contrat, une fois dans le logiciel de paye, et cetera. Et on a minuté le temps que ça prenait. Ça prend entre 60 et 90 minutes de temps de travail effectif parce qu'on va avoir des va-et-vient avec le collaborateur. Il va falloir lui demander les documents, puis les ressaisir, lui retourner, récupérer une copie du contrat signé, et cetera, et cetera. Bref, c'est un process qui est assez long. Qui va venir également prendre du temps aux ressources humaines, mais également pour le salarié, il y a toujours cette difficulté où d'ailleurs très souvent ce qui se faisait, ce qui se fait encore actuellement, c'est que le contrat est signé le jour de l'arrivée dans les effectifs, ce qui peut être très frustrant pour un salarié. Avec Stafengo, nous, ce qu'on avait prévu, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on divise entre 5 et 10 la charge de travail sur l'embauche. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 7, c'est-à-dire qu'on va vraiment diviser par 2 le nombre d'étapes, ce qui va permettre justement, on parlait d'onboarding de masse ou de pré-boarding de masse, de le faire de manière assez massive sur 10, 20, 30, 40 salariés, sans grande difficulté, parce qu'on va déléguer en fait une partie de l'activité aux futurs collaborateurs. Donc l'idée, c'est que Stafengo, quand vous utilisez le module d'embauche, vous allez demander au salarié de remplir lui-même toutes ses données personnelles depuis son smartphone. Donc il recevra un email, il se connecte, il remplit ses données personnelles, il va venir charger tous ses documents de manière RGPD conforme du coup, parce qu'on n'est pas censé demander même une carte d'identité par email, par exemple. Même ça, c'est pas conforme d'un point de vue RGPD. Alors que quand ça passe par Stafengo, là, il n'y a pas de difficulté. On va également profiter pour remplir des obligations légales qui nous incombent en tant qu'employeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement envoyer le règlement intérieur, toutes les consignes en termes de sécurité, tout ce qui est en lien avec les garanties de la mutuelle, et cetera, et cetera. L'ADU pour la complémentaire santé va pouvoir être également annexée. En fait, on va pouvoir fournir des documents qui vont permettre, une, de couvrir juridiquement l'entreprise, je pense au règlement intérieur et autres, mais surtout également de pouvoir communiquer aux salariés, par exemple, le livret d'accueil qui va lui permettre de mieux comprendre et de s'intégrer beaucoup plus facilement dans l'organisation. Donc tous ces éléments-là, en fait, on va pouvoir le faire avant l'entrée dans les effectifs. Comme ça, il les consulte. Et une fois qu'il a rempli ces données, toutes ces données vont remonter dans le contrat de travail, vont remonter également dans le logiciel de paye grâce à des connecteurs qu'on a en API, hein, donc qui communiquent vraiment en temps réel. Et là, on va complètement éliminer la saisie des données personnelles du salarié par les ressources humaines. Le salarié a finalement indirectement alimenté et le contrat de travail, puisqu'on va intégrer votre âme dans Stafengo, et également le logiciel de paye, puisque les données remontent dans le logiciel de paye avec la classification, avec tous les éléments qui sont nécessaires à établir le bulletin de paye. Et c'est là, en gros, Cindy, qu'on arrive vraiment à diviser entre 5 et 10 la charge de travail et où on va pouvoir justement faire du pré-boarding de masse avec des trames de contrats qui sont pré-remplis et qui sont intégrés dans Stafengo. Et il va falloir juste, entre guillemets, envoyer les demandes de transmission des informations personnelles aux salariés. Et bonjour le gain de temps. Ça, c'est des souvenirs, mais traumatiques, d'avoir des groupes qui arrivent avec, la moitié qui a pas fourni ses documents, le du coup, la première journée tourne que autour de ça, quoi. C'est, on on Ouais, parle que c'est de: vrai. «À qui je dois envoyer ça? Pourquoi j'ai pas ma mutuelle? Donc à combien de temps j'aurai, ma carte ticket restaurant?» Enfin, tous ces trucs-là, on a c'est des sujets Ouais. qui te pourrissent une première journée si c'est pas complètement cadré avant et ça, c'est un gain de temps, monumental. Exactement. Et c'est vrai que le retour qu'on avait beaucoup des RH, je me souviens il y a encore plusieurs années, c'était la crainte de perdre le contact avec les collaborateurs, puisque du coup, on leur donne tous ces documents de manière dématérialisée avant Ouais. leur arrivée dans les effectifs. Mais en fait, le feedback qu'on a eu quand elles ont mis en place Stafengo, c'était le contraire. Parce qu'en fait, le premier jour, enfin à l'arrivée du collaborateur, qu'est-ce qui se passe? On va vraiment avoir un focus que sur les questions qu'elles ont plutôt que de reprendre toute la documentation, les mutuelles, et cetera, et cetera. Là, on perd pas de temps sur ce qu'elles ont consulté et compris. On va vraiment avoir un focus que sur les questions que le collaborateur a. Et en fait, c'est un gain de temps et ce gain de temps, on arrive justement à l'allouer au collaborateur avec un accompagnement qui est beaucoup plus renforcé.
Ouais, mais moi je trouve ça, merveilleux, vraiment. Et Pour surtout, avoir, comme je disais. ça permet aussi de détecter les, entre guillemets, je veux dire, les bons élèves, en tout cas les plus consciencieux, ceux qui ont lu les documents de ceux qui les lisent pas du tout. En C'est fait, les ouais. RH arrivent à détecter aussi quelques traits de caractère, je dirais, des collaborateurs à travers les questions qu'ils posent quand ils arrivent. Oui, oui, je veux bien te croire. Donc voilà, déjà là, gros gain de temps. Alors c'est vrai que dans Staffingo, tout est automatisé. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir des systèmes de publi-postage, donc ce qui est très bien également. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est plus l'aspect RGPD en termes de collecte des documents, parce qu'on n'est pas censé les échanger par email. Donc, Mmh. quelle que soit la solution que vous utilisez, en fait, ce qui va être important, c'est vraiment de venir automatiser un maximum possible la rédaction du contrat de travail, notamment si vous êtes sur des postes faiblement qualifiés. Très souvent, là, vous avez vraiment des templates qui sont assez standards, où vous allez pouvoir très facilement remplir les contrats en quelques clics, même avec du publipostage avec Word et Excel. Mais si vous voulez aller plus loin sur non seulement conformité RGPD et surtout sur l'alimentation du logiciel de paye, parce que le but, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, je dirais, du process et d'aller créer la fiche salariée automatiquement dans le logiciel de paye avec Silae, enfin OpenPay, Yep ou d'autres. On va pouvoir remonter tous ces éléments directement dans le logiciel de paye. Une fois que ça c'est fait, le salarié arrive justement dans les bureaux et là, on commence la Et phase là, en fait, ils d'onboarding. sont 10. Et là, ils sont 10 en plus, tu as raison. Donc du coup, c'est dit, je te passe la parole. Merci. Hem, donc là, ouais, comme on disait, dans notre cas précis, c'est vrai qu'on a voulu se concentrer vraiment sur l'onboarding de masse, donc c'est-à-dire d'intégrer en même temps plusieurs salariés. Comme je l'ai dit en préambule, moi, j'ai eu l'habitude de le faire, donc il y a quelques années maintenant. Mais on intégrait entre 6 et 15 collaborateurs en même temps. Je dirais que l'erreur classique en onboarding de masse, c'est vraiment de vouloir standardiser sans structurer. Donc on veut, par exemple, on va avoir un 1er jour où on veut tout dire. On veut essayer de donner un maximum d'infos parce que justement on veut cadrer tous ces sujets RH qu'on n'a pas prébordés. Donc on perd un temps fou et en fait les gens au final ne retiennent rien. Moi, je sais que ça m'est arrivé de me retrouver à la fin d'une première journée avec quelqu'un qui me dit: «Bah, c'était, hyper intéressant, mais du coup, moi, c'est quoi mon rôle? Je fais quoi demain?» Et voilà, je pense qu'il faut être hyper vigilant là-dessus. Informer, c'est bien, mais c'est pas intégrer, ça suffit pas. C'est-à-dire que donner trop d'infos, donner trop de détails sur l'entreprise, sur le fonctionnement, c'est important, mais sur un jour 1, en tout cas, c'est bien de donner aussi un peu de contexte sur les futures tâches. Structurer sans noyer, c'est-à-dire qu'on va essayer alors c'est pas toujours applicable, hein, cette règle, la règle des 30-60-90 qu'on vous a mis. Elle est pas toujours juste parce qu'il y a des métiers auxquels ça se prête pas, mais elle permet d'avoir effectivement, ouais, des objectifs clairs et mesurables à chaque jalon. Sur les 30 premiers jours, on va imaginer que le collaborateur, il est vraiment dans une phase d'observation, de compréhension de l'entreprise. Sur la deuxième phase, donc de nouveau 30 jours, on va être plus sur un apprentissage actif. On va être sur quelqu'un, voir si voilà, il est proactif, comment il s'intègre, comment il contribue, comment il commence à performer. Et sur la dernière phase, on va pouvoir observer un petit peu donc s'il est en autonomie et si il commence à performer pour de vrai, s'il est vraiment à l'aise. C'est des phases qu'on essaye de garder en tête en fait sur un onboarding pour être sûr que l'évolution est cohérente. C'est pas figé, c'est pas un bon onboarding, il reste quand même, malgré le fait que ce soit un onboarding de masse, ça reste quand même assez individualisé, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aussi aux collaborateurs. Mais avoir ça en tête, ça permet, je trouve, de savoir où se situer et de savoir quand même comment on avance et si on est dans les clous ou pas. Parce qu'il y a rien de pire que de se retrouver à la fin d'une période d'essai et de dire à un collaborateur, bah, en fait, ça le fait pas, et on n'a rien suivi et on n'a pas de data et on n'a rien à on n'a aucun élément à lui pousser et bon, on reviendra après sur le suivi, mais ça permet en tout cas de pouvoir rectifier en tout cas sur cette période-là et de pouvoir s'ajuster soi et faire redonner des éléments aux collaborateurs.
Le système Buddy, j'adore ce système. Buddy, donc c'est un peu le copain, mais bon, l'idée, c'est pas de se faire des copains, mais en tout cas de permettre, d'avoir un point d'ancrage un petit peu aux collaborateurs. C'est-à-dire que chaque collaborateur, a son buddy. C'est pas un manager, c'est surtout pas un manager. C'est vraiment un pilier, une référence qui, va être là tout au long de cet onboarding, vraiment même sur toute la période d'essai si besoin, comme, la personne à qui se référer quand on a une question. La fameuse, «J'ai une petite question», c'est peut-être une question bête. Je sais pas si c'est une question bête, et ben, c'est à cette personne-là qu'on va la poser. Ça va être des questions qui sont hyper informelles, mais aussi, toute cette culture qu'on appelle un peu culture implicite, ça permet aussi, c'est tout ce qui est ces petites questions, de tous ces petits process internes, mais qu'on met pas sur le papier. C'est-à-dire, il y a le process sur le papier et puis il y a ce qu'on vit au quotidien, et ben, le buddy, il est là pour dire: «Voilà, bon, nous, au quotidien, voilà, on t'a appris ça, c'est vrai, mais au quotidien, on va le mettre en place comme ça», et puis on va plus dans le détail et on va plus dans du quotidien avec le buddy qu'avec, avec un manager. Et il facilite évidemment l'intégration sociale parce que c'est un 1er pied, avec, l'équipe et avec les gens qu'on va rencontrer, avec qui on va travailler au quotidien. Hem, je trouve vraiment, ouais, que pour moi, c'est essentiel, même dans un onboarding tout court, hein, masse ou pas masse, le buddy. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as pratiqué toi, Fouad, mais c'est quelque chose que je trouve très pertinent, quel que soit l'environnement. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pratiqué dans les sociétés précédentes. Effectivement, ça permet de créer aussi du lien. Alors nous, on l'avait même dans des services différents. C'était pas dans le même service auquel était intégré le collaborateur. Et c'est vrai que ça permet de créer aussi du lien entre les différents services. Et Ouais. surtout, comme tu l'as dit, hein, oui, c'est vrai qu'il y a la partie un peu formelle, officielle, et cetera. Et puis, il y a la partie un peu officieuse. C'est vrai que le buddy, lui, va vraiment apporter cette petite touche et va permettre de mieux intégrer le collaborateur dans les effectifs. Exactement. Automatiser les processus, ça revient un peu à ce qu'on disait juste avant, c'est que, toutes ces tâches administratives qui sont hyper répétitives et qui sont hyper chronophages, si on peut, bah, s'en débarrasser, on a la chance aujourd'hui d'avoir plein d'outils qui le font, pour automatiser et gagner un temps, sur l'onboarding, c'est toujours idéal. Moi, j'ai connu des sociétés où on demandait, la même pièce, mais dans des services différents, et on se retrouvait avec une espèce Mmh. de cacophonie comme ça qui faisait perdre du temps à tout le monde. Et voilà, si on peut centraliser, simplifier la collecte de documents comme, comme vous le proposez, c'est vraiment, idéal. Je ne Exactement. sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter là-dessus? Non, je pense qu'effectivement, enfin, ce qui va être important, en tout cas, le petit retour d'expérience que moi je peux faire aussi, au niveau de Staffingo, parce qu'on a eu aussi des vagues de recrutement et on a encore une qui arrive, là dans les mois qui viennent. C'est vrai que, plus on va structurer, plus on va planifier, moins on aura de problématiques. Et sur la phase d'onboarding, sur la phase de pré-boarding, c'est vrai qu'on est plus sur la gestion administrative du personnel, sur la communication, et cetera. Mais sur la phase d'onboarding, ça devient encore plus critique parce que là, non seulement il y a une multitude, de salariés qui sont impliqués dans l'onboarding du nouvel arrivant, des nouveaux arrivants en plus en l'occurrence, là, parce qu'on est en train de parler d'onboarding de masse. Et parmi les évolutions positives que nous, on a notées dans notre façon d'intégrer et d'onboarder les collaborateurs, c'était déjà, effectivement ces phases d'onboarding, bah, elles étaient beaucoup plus structurées avec un planning, avec plusieurs intervenants. En général, c'était le leader de chacune des équipes, et cetera, qui allait intervenir pour expliquer un peu l'organisation et comment ils fonctionnent en interne. Et du coup, ça rendait aussi plus, qualitatif les présentations. Parce que quand on onboard qu'une seule personne, c'est vrai que le manager va pas passer énormément de temps à travailler sur le support, de formation, d'intégration du collaborateur. Quand on sait qu'on a 5, 6, 10 personnes à onboarder, déjà, on fait en sorte que ce soit le même jour. Enfin, nous, d'habitude, on faisait les onboarding, en fonction des dates de disponibilité des collaborateurs. Maintenant, on leur dit: «Non, attention, ce mois-ci, on a une phase d'onboarding, et c'est le 6 du mois. Donc il faudrait que vous soyez disponible le 6 du mois, sinon c'est le mois d'après». On retardait même certains onboarding qui étaient quand même assez urgents, mais on le retardait même s'il le fallait
pour avoir cet onboarding, en tout cas ce planning qui était commun aux nouveaux arrivants et qui permettait vraiment d'avoir des présentations qui étaient beaucoup plus quali. Et donc là, nous, on a vu vraiment notre taux de satisfaction en fait de l'onboarding monter, enfin des collaborateurs qui étaient onboardés vraiment monter parce parce que tout simplement la qualité des présentations était beaucoup plus élevée. Bah oui, oui. Et je Et en reviens, plus, je quand reviens on est sur. plusieurs, Vas-y, pardon. non, non, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Non, finis ton propos, t'inquiète. Et en plus, c'est vrai que quand on a un onboarding de masse comme ça qui arrive au même moment, donc quand on a 4-5 collaborateurs qui arrivent au même moment, il y a un lien qui se crée aussi avec ces 4-5 collaborateurs qui font peut-être partie d'équipes différentes. Donc il y a une partie du planning, il y a une partie des réunions qui vont vraiment être identiques et d'autres qui seront différentes d'un collaborateur à un autre, mais ça crée quand même du lien entre les différents collaborateurs et ça va justement permettre de sécuriser, je dirais, l'intégration du collaborateur et d'éviter le turnover. C'est ce que je voulais, c'est à peu près ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'onboarding de masse, c'est justement cet effet intégration un peu automatique, sociale, en tout cas, qui se fait assez facilement parce qu'ils sont ensemble. Donc, ils créent du lien ensemble, ils vivent quelque chose ensemble. Et ça va rester tout au long de la vie du collaborateur. C'est-à-dire que Ouais. ils auront toujours ce souvenir. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je crois que oui. On a tous le souvenir de notre premier jour dans une entreprise. Moi, je me souviens de tous mes premiers jours dans toutes mes entreprises. Et c'est pour ça qu'on a tendance, nous, quand on est employeur, à se dire, bon, on le passe vite, ou on se dit que c'est peut-être un détail, ou tant qu'on est chaleureux et qu'il y a des croissants et du café, ça va bien se passer. Sauf que ce premier jour, il est vraiment décisif pour la suite. Et l'onboarding de masse, il a à la fois cette qualité que, bah, justement, cette intégration va être facilitée. On va créer quand même il y a un événement autour de cette arrivée qui est quand même intéressant parce que voilà, les gens se rencontrent et créent une espèce de petit groupe qui va durer ou pas. C'est-à-dire que bah, justement, ça peut aussi, si tu te foires sur ton onboarding, tu peux créer une espèce de groupe anti-toi. Donc le groupe devient instantanément détracteur. C'est-à-dire que s'il y en a un Ouais. qui dit à l'autre, qui dit à l'autre, qui dit à l'autre, ils vont tous constater là où tu t'es planté. Et Ouais. bah, pour le coup, tu risques de te retrouver avec un groupe qui va bah, fondre comme neige au soleil très, très, très rapidement. Donc c'est pour ça que, comme tu disais, Fouad, l'onboarding de masse, il a cet intérêt de professionnaliser l'onboarding. On se sent obligé de faire quelque chose d'hyper propre au lieu de le faire de façon informelle quand on intègre une seule personne. Parce que, bah oui, on n'a pas le choix et il faut être hyper vigilant sur cet effet de groupe aussi, quoi. Exactement. Exactement. Et là, ça pousse tout le monde à avoir vraiment des intégrations de qualité. Exactement. L'onboarding à distance. Donc, l'onboarding à distance, ouais. C'est vrai que ça, c'est encore un autre enjeu. Il y a des structures qui vont avoir aussi voilà, une organisation très décentralisée avec plusieurs Ça entités. se fait de plus en plus, Euh, ouais. et ça se fait de plus en plus, ouais, exactement. Et c'est vrai que ça devient aussi une problématique supplémentaire parce qu'il va falloir également impliquer des managers dans les différents sites pour l'intégration du collaborateur. Les RH ne sont pas forcément représentés sur tous les sites. Et donc là, ce qui est important, c'est vraiment justement de bien prendre en compte ces contraintes physiques qu'on a pour pouvoir simplifier l'intégration. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Cindy? Alors moi, il y a une chose que je trouve, extrêmement importante dans l'onboarding à distance et qu'il faut avoir en tête tout au long de l'intégration, c'est, qu'il faut surcommuniquer. C'est-à-dire que si on a un bon système de communication, eh bien, il faut le level up. La surcommunication, là, elle est hyper importante pour pas perdre justement encore, ces collaborateurs qui arrivent. Moi, j'ai mon premier onboarding à distance, est arrivé, je vais vous laisser, faire le calcul, le 16 mars 2020. C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre qu'on va être en confinement, donc sauf que nous, on doit intégrer 8 personnes. On se retrouve donc avec 8 personnes qu'on a, pour quelques-uns rencontrés qu'on a recrutés, donc on les a vus en entretien de recrutement, mais on les a jamais, vus ensemble sur site. Donc on se retrouve, branle-bas de combat à tous récupérer. J'étais dans une société qui faisait un peu de télétravail, mais pas tant que ça, donc on se retrouve tous à récupérer du matériel, à devoir fournir du matériel à ces 8 arrivants
qu'on ne connaît pas encore et à les onboarder donc du coup à distance. Et là, on s'est dit, bon, de toute façon, la première semaine, c'est de la formation. On va les laisser tranquilles, faire de la formation, ça va bien se passer, et cetera. Et je pense que ça a été déjà notre première erreur, c'est ils ont rencontré un manager, on était déjà à J+10 probablement. OK. L'équipe, ils l'ont rencontré, du coup pas. Ils discutaient vite fait sur Teams, voilà, parce que c'est comme ça qu'ils rencontraient l'équipe, mais sinon ils ne la rencontraient pas. On n'a rien créé autour de ça. Alors, pour notre, voilà, pour se trouver un peu d'excuses, on ne connaissait pas, c'était très nouveau, on n'avait jamais onboardé à distance, hein, donc c'était complètement, je trouve pas mon mot, mais en tout cas inédit, voilà, c'était inédit pour nous, donc on l'avait jamais fait et ça se faisait pas non plus, donc on a fait avec ce qu'on pouvait. Ces 8 personnes qu'on a onboardées donc le 16 mars 2020, un an après, plus personne. On les a Ah tous ouais. perdus. 100%. 100% de cette intégration a disparu. Et bon, après, voilà, on sait pourquoi. On n'a pas assez communiqué, on n'a pas su comment les intégrer, on n'a pas su leur expliquer aussi comment utiliser les outils. Mais nous non plus, on ne savait pas Ouais. vraiment comment utiliser nos outils à distance. Et c'est vrai qu'on avait, alors c'est bien, hein, on a des Google Drive, des machins, etc. Ouais, tu trouveras tout là-dedans, tu trouveras tout là-dedans, tu trouveras tout là-dedans. Oui, certes, mais comment je les utilise, quand on a besoin de liens humains, même à distance. Donc, les premiers temps, c'est hyper important de faire une présentation à toute l'équipe. C'est hyper important de rencontrer son manager, même de l'avoir au téléphone 2 minutes tous les jours pour des questions hyper informelles, pour tout ce qu'on disait, même le buddy. Alors là, le buddy, il a un rôle mais essentiel dans un Mmh. onboarding à distance. C'est que là, il est présent toute la journée, quoi. Toute la journée, que ce Ouais. soit sur Slack, Teams, enfin peu importe l'outil que vous utilisez, mais il est là, il a un rôle à jouer qui est vraiment crucial. Donc, faut pas se planter aussi sur son choix de buddy, hein. C'est Pas vrai. mettre quelqu'un qui n'a aucun intérêt à faire ça et qui est pas très, voilà, socialement, qui n'y voit pas ni d'avantage, ni de, voilà, qui a pas envie de le faire, faut pas le forcer. Mais ouais, donc tout planifier. Il faut donner beaucoup de visibilité aux collaborateurs. Tel jour, on se rencontre pour ci, tel jour, on va faire ça, tel jour, heu, lui donner beaucoup préciser ses attentes. Moi, j'attends de toi aujourd'hui ci, aujourd'hui, j'attends ça. Hem, Informer évidemment l'équipe. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais quoi qu'il en soit, dans un onboarding, de masse, pas de masse, à distance, pas à distance, informer l'équipe qu'il y a des gens qui arrivent, informer de leur rôle s'il y en a, et puis, comment identifier le bon buddy? Pardon, je vois la phrase, on répondra peut-être tout à l'heure, mais le bon buddy déjà, il a envie de le faire. C'est-à-dire Ouais. qu'on force pas quelqu'un qui, c'est pas: «Je pense que tu serais un bon buddy», non, alors oui, on peut, mais si la personne derrière, dit, «Oh moi non, vraiment pas, il le fera pas bien», ça sert à rien. Il faut que ce soit quelqu'un hem, qui à la fois, qui est socialement déjà, bien intégré, je pense, qui connaît bien l'équipe, qui est en mesure de créer du lien non seulement avec lui, mais avec les autres aussi. Je pense que c'est important. Hem, bah, peut-être pas quelqu'un de trop détracteur, quelqu'un qui va planter tout de suite la boîte en disant: «Ah bah, tu vas voir, ah bah, la cantine, bah, tu vas voir, si tu arrives à 12:30, il y a plus rien». Ceci dit, ça peut Ouais. être pas mal. Non, Bah, mais quelqu'un qui est de bons conseils, enfin, je sais pas, toi, tu sais quoi pour toi un bon buddy, Fouad? non, mais je suis d'accord, il faut que déjà ce soit, comment dire? Il faut que ce soit à l'initiative du buddy. Enfin, il faut qu'il ait envie de le faire, clairement. Et puis après, c'est vrai qu'on arrive quand même à identifier assez facilement dans l'entreprise, ceux qui vont être plutôt promoteurs que détracteurs. Bon, en général, le détracteur ne va pas vouloir de toute façon être buddy. Ouais. Mais je pense que oui, cette notion de volontariat déjà elle est essentielle. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé intéressant dans la structure dans laquelle j'étais, que ce soit pas forcément quelqu'un qui soit dans le même service que moi. Alors que je sais que ça se fait quand même beaucoup de l'avoir dans le même service, parce que ça permet Ouais, ouais, aussi de j'avoue créer que du moi, lien j'ai entre les jamais fait fonctions. entre 2 services et je trouve Ouais. ça assez intéressant aussi, ouais. Et ça, c'était pas mal. Franchement, ça, j'avais beaucoup aimé, parce qu'en fait, dans le service, de toute façon, on va être plus ou moins proche des autres collaborateurs qui sont dans le même service que nous. Mais cet aspect-là était aussi intéressant. Après, tout dépend de votre objectif, hein. Quel est votre objectif?
type de poste on parle? Est-ce que c'est des postes faiblement qualifiés, plus hautement qualifiés, et cetera? Tout va dépendre également du type de poste que vous avez en interne. Oui, ouais, ouais. Et puis Hem, aussi, i le buddy, il est très, il est intéressant, mais il va y avoir aussi des collaborateurs, des nouveaux arrivés qui ont pas ce besoin particulièrement. Alors, ils sont contents de savoir qu'ils ont un pilier, c'est quelqu'un à qui se référer en cas de besoin, mais qui vont pas, avoir nécessairement tant de qui vont pas forcément solliciter le buddy, quoi. Ils vont être plutôt, i vite autonomes, être plus débrouillards, avoir donc faut pas non plus un buddy qui soit trop intrusif et qui vient absolument chercher le contact parce que c'est quelqu'un qu'il faut quand même briefer sur son rôle et sur ses actions parce que j'ai déjà vu des buddies un peu lourds, de «Tu as besoin de moi? Je veux t'aider», mais la personne elle a pas besoin quoi et elle sait le dire et elle sait s'en rendre compte. Et si elle fait des erreurs, faut accepter aussi que le voilà, il va y avoir des erreurs. Bon ça, c'est comme dans mmh, toute intégration, bah, on va avoir des erreurs et c'est normal. Et laisser faire, dire au buddy aussi de laisser faire de temps en temps, c'est important et pas quelqu'un de trop intrusif, c'est important, je crois. ouais. Tout à fait et donc en fait, ce qu'il faut, petit retour d'expérience aussi, nous on a eu, en toute transparence, on a eu aussi un turnover assez élevé lors de notre dernier onboarding en 2025, où là, on a fait une root cause analysis. Donc on allait vérifier quelles étaient vraiment la cause des problèmes. Alors c'est vrai que de notre côté, comme nous on avait déjà, bon, Staff & Go en interne bien sûr, d'un point de vue digital, on a quand même gagné beaucoup de temps nous sur, la contractualisation, sur la communication avec les collaborateurs, et même au niveau comment dire? Au niveau de l'onboarding cette fois-ci et pas que du pré-boarding. C'est vrai que ce qui est souvent compliqué, les RH, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont envoyer les instructions. Là-dessus, il y aura pas de problème. Donc toi, tu dois commander un ordinateur, toi, tu dois commander les équipements de sécurité, et cetera, et cetera. Donc chacun aura quelque part, reçu l'information qu'il y a des nouveaux arrivants et qu'il va falloir, faire telle ou telle chose. Par contre, ce qui est le plus compliqué, c'est de faire le suivi de la tâche. Est-ce que, le responsable Ouais, informatique a bien commandé le PC? Et en fait, c'est là que les RH commencent à être débordés parce qu'en fait, quand on a 10 personnes à intégrer et en plus, si on les intègre pas à la même date, il va falloir contrôler que pour ces 10 personnes-là, on a bien les commandes qui ont été faites correctement et qu'elles vont bien être livrées en temps et en heure. Et c'est là ah que ça ça, je commence l'ai à se vécu un complexifier. milliard de fois. Ouais, ouais, non mais ça, c'est un truc, c'est bien c'est marrant que tu en parles, mais le ça, c'est un truc, un vécu, mais c'était des onboarding mais foirés, où, en fait, on a l'impression que tout est carré. Alors c'est vrai que, voilà, on a tout envoyé en temps et en heure, tout le monde a été Ouais, prévenu, tout a été carré, voilà. Sur le papier, tout est super. Ils ont plus qu'à arriver, la formation se ouais, passe bien, on a des premiers voilà. Et là arrive le moment où, bah, vous allez vous connecter à votre propre compte. ouais, Et puis, bah, vous allez pouvoir, voilà, vous allez comme ça, vous allez pouvoir tester et cetera, et là, on se retrouve avec 10 personnes autour d'une table et il y en a que 3 qui ont le compte qui est créé exactement, et ouais. et qui peuvent bosser. Donc on passe la journée avec tout le monde derrière le même écran à se faire passer le truc, à essayer, à tester et c'est inutile et enfin, ça, c'est vraiment, vraiment alors bon, voilà, ça dépend d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est des moments, pénibles pour tout le monde et ça, c'est très fréquent en Ouais, plus. ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu la limite de l'email. S Au niveau de Stafengo, par exemple, on a créé, un outil de gestion des tâches, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un onboarding, vous pouvez déclencher, 10 tâches qui vont vers 10 personnes différentes. Le responsable informatique, celui qui est en charge de la sécurité, le manager, et cetera, et cetera. Donc en fait, chacun va recevoir vraiment une, action à mener dans Stafengo. Donc dès qu'il se connecte, il sait qu'il doit faire telle ou telle chose et en plus, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il va pouvoir nous indiquer s'il l'a fait ou pas. Donc moi, en tant que RH, j'ai la liste de toutes les tâches, de toutes les personnes qui sont impliquées, pour tous les collaborateurs qui vont arriver. Et là, je vais pouvoir voir quel est le statut d'avancement en fonction de la date limite que j'avais indiquée. Et je vais pouvoir tout de suite voir le retard qu'il y a de tel ou tel manager sur les actions qu'il avait à effectuer. Et là, c'est intéressant parce que du coup, Ah, c'est on a génial. le retour, et c'est là qu'on a évité, nous, quand même pas mal de difficultés, qu'on a pu impulser aussi plus de rigueur au niveau des équipes, lors de l'intégration des collaborateurs. Donc sur la partie, nous, digitalisation, en fait, avec Staffing, on a réussi à traiter le cas. Pourquoi on a eu du turnover qui était assez élevé? C'est justement parce que je pense qu'il y avait 2 facteurs, en tout cas. Le premier, c'est le recrutement. C'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais c'est vrai que Mmh.
le recrutement n'était pas assez rigoureux, on n'avait pas de tests techniques, etc., qu'on faisait pas à l'époque. Depuis qu'on le fait, on a des résultats, on a un turnover qui a chuté. Et le deuxième élément, c'est effectivement cette phase d'onboarding où on n'avait pas des objectifs précis justement sur les différentes phases. Alors c'est vrai qu'on parlait de 30, 60, 90, ça va changer complètement d'une entreprise à une autre, d'un type de poste à un autre, etc. Ça peut être beaucoup plus court sur des postes faiblement qualifiés et beaucoup plus long sur des postes plus hautement qualifiés. Mais l'idée, c'est que vraiment vous ayez vous-même des targets en disant à une semaine, il faut qu'il ait déjà bien compris, par exemple, le fonctionnement de l'entreprise, des différents services, etc. À un mois, il faut que s'il est commercial, bah, qu'il puisse faire une démonstration à un client. À 3 mois, il faut qu'il soit autonome sur tel ou tel aspect. Et en fait, quand vous communiquez ces éléments-là, alors nous, on le fait toujours dans Staffingo avec notre module d'entretien, quand vous communiquez tous ces éléments-là au collaborateur, le collaborateur, chaque fois que vous avez une revue, à une semaine, à un mois, à 3 mois, etc., en fait, lui, il a tous ses objectifs et il voit où il en est. On voit si on est en retard ou en avance par rapport aux objectifs. Et ça permet tout de suite aux collaborateurs d'avoir un ressenti aussi sur l'adéquation entre l'entreprise et lui-même. Et effectivement, il y a beaucoup plus de transparence aussi de notre côté sur la période d'essai, est-ce on sera éventuellement amené à la prolonger ou pas, etc., etc. Donc, je pense que l'outil est hyper important parce qu'il fait gagner du temps. Mais en fait, là, on s'était rendu compte que nous, c'est sur le fond qu'on n'avait pas bien travaillé, on n'avait pas bien fait nos devoirs. Depuis qu'on a rectifié le tir, on a un turnover qui est près de zéro. Et là, on a vraiment des très, très bons retours suite aux améliorations qu'on a apportées. Donc, je pense que cet aspect-là, on le fait un petit peu vite, là, les objectifs réguliers, les bilans réguliers. En fait, il faut vraiment que ce soit des objectifs précis qui vous fera penser qui vous aidera à dire, bon, bah, je sais que ce collaborateur-là, il a coché toutes les cases essentielles du poste. Et donc, il y aura encore sûrement des améliorations, mais ça ne remet pas en cause effectivement sa présence dans les effectifs. Clairement. Donc Ouais. voilà les Non, retours en tout le cas du suivi terrain. managérial, Ouais, est il est super important. essentiel. On va en parler juste après, mais c'est vrai que, ouais, bah, du coup, ça me permet de faire le pont. On peut avoir un onboarding magnifique, qui est, qui se tombe, enfin, qui se casse la binette, à cause d'un mauvais manager. Donc, si, voilà, on peut avoir tout préparé, tout bien, tout propre, tout professionnalisé, comme on dit, jusque-là, et puis d'un seul coup, il y a le facteur humain qui rentre en ligne de compte, et là, c'est plus à notre main, et voilà, et on a un manager qui vient tout casser. Je le dirai jamais assez, formez vos managers tout court, mais formez vos managers aussi à l'onboarding, parce que beaucoup de managers, en fait, ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est une réalité, c'est que en tant que RH, nous, on l'a en tête, on sait ce que c'est. Voilà, on leur dit il faut intégrer des gens, ils intègrent des gens, et puis ils font comme d'habitude, hein. Alors, ils vont faire des suivis parce qu'on leur a dit de faire des suivis, mais ça, en fait, il faut les former, il faut les outiller, et il faut définir une espèce de socle commun pour que tous les managers, surtout quand on a plusieurs managers, parce que là, c'est là le sujet, quand on a plusieurs managers, que tout le monde fonctionne à peu près de la même façon et les mêmes attentes, pour pas que le collaborateur se perde entre deux discours et n'arrive pas à avancer et se retrouve pareil en fin de PE à n'avoir rien compris à ce qu'on attendait de lui. Et ça, c'est tellement fréquent. Donc attention, votre onboarding, il est parfait parce que vous avez fait appel à un RH freelance, vous avez fait un pré-boarding magnifique avec Staff & Go, vous avez fait appel à un freelance RH que vous avez trouvé sur Katoche, et là, vos managers vous cassent tout. Donc, vous avez vous avez la possibilité effectivement de former vos managers sur les process d'onboarding, de leur fournir surtout une checklist d'onboarding. Je me rends compte que je suis en train de faire à l'envers ce qu'on a écrit, mais préparer vraiment une checklist, des trames d'entretien avec des attentes précises, c'est-à-dire que j'intègre une personne, je dois avoir un certain nombre d'attentes, il faut qu'elles soient communes à tous les managers. Qu'on n'ait pas un manager qui ait des attentes fortes sur quelque chose et un autre qui dit bon, ça on s'en fout. Il faut qu'on soit sur la même, vraiment la même ligne de conduite du début à la fin de l'onboarding. Alors laissons évidemment une marge parce qu'on gère de l'humain, donc forcément
un collaborateur ne va pas avoir la même évolution qu'un autre, et il faut avoir une capacité quand même d'adaptation et de s'adapter à chaque collaborateur pour qu'on ait créer une relation de confiance, tout en ayant ce socle commun qui permet quand même d'évaluer le collaborateur de façon objective et pertinente sur toute la durée de l'onboarding. Mais il faut quand même personnaliser. Alors bon, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais ceux qui managent, je pense, savent très bien de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on a des attentes communes, mais on passe notre temps à s'adapter aux collaborateurs qui arrivent. Et parfois, sur un onboarding de base comme ça, une intégration où on a 10 personnes, elles ne sont pas toutes égales. Donc, il va falloir redoubler d'efforts et de patience pour que ça se passe bien, et tout en incarnant quand même les valeurs de l'entreprise, hein, évidemment. Mais voilà, j'ai perdu un peu mon fil, je ne sais plus où je voulais aller, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, mais en tout cas, c'était clair. Mais c'est vrai que cette notion de manager, elle est hyper importante aussi, hein. Il faut vraiment embarquer les managers dans l'embarquement, je dirais, des collaborateurs par la suite, parce qu'effectivement, si c'est eux qui sont en charge de cette partie-là, enfin, en tout cas, qui ont une grosse part de responsabilité là-dessus et qui ne Énorme, ouais. sont pas outillés pour le faire, c'est vrai que ça risque de créer des difficultés. Du turnover, c'est-à-dire on recommence le recrutement, on perd 3-4 mois, je dirais, d'activité, etc. Donc, c'est des frais additionnels pour l'entreprise. C'est aussi un ralentissement de l'activité si le poste était vraiment critique. Donc, c'est vrai que il ne faut pas négliger cette partie-là, quoi. Oui, et puis avoir des rendez-vous qui sont clairs pour les collaborateurs, c'est-à-dire que voilà, on précise dès le début qu'il y aura tel rendez-vous avec le manager à je sais pas, S1, un autre rendez-vous à S2, etc., jusqu'à ce qu'on considère que c'est OK, avec possibilité de venir rajouter des points si jamais il y a un collaborateur qui en a plus besoin qu'un autre. Mais en tout cas, voilà, créer des rendez-vous et surtout intégrer les managers, voilà, dans l'onboarding pour qu'ils aient tous le même fonctionnement et les mêmes attentes finalement. Parce que c'est là que vous allez avoir aussi pas mal de mécontentement et que vous allez avoir un risque de turnover. C'est que tu as un manager qui va être hyper cool en disant non mais moi là-dessus, franchement, la performance c'est important, mais le plus important c'est que toi tu te sentes bien, que tu sois bien intégré, que tu prennes ton temps, etc. Et un autre qui va dire bah oui mais moi j'attends de mon collab qu'il soit performant. Au bout de 2 mois, je veux qu'il soit OK sur ça, 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 ça. Et l'autre dit bah moi c'est pas grave. On peut pas, c'est peut-être pas grave pour l'autre, mais il faut pas que le discours en fait soit différent, parce que Je suis c'est là d'accord. qu'on va avoir des collaborateurs qui vont arriver en fin de PE, et puis s'ils tombent en fin de PE sur le manager qui est le plus strict, il va pas comprendre quoi. Il va dire bah oui mais enfin moi l'autre il m'avait dit que c'était pas super grave et que j'avais encore le temps. Donc voilà, qu'on soit bien tous d'équerre, et pour ça il faut les former, il faut les accompagner aussi les managers, et puis leur fournir un maximum d'outils pour qu'ils puissent bien faire leur job. Oui, exactement. Et ensuite, ce qui va être important, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est les différents rendez-vous d'onboarding. Je vais passer assez rapidement sur cette slide parce que je vois qu'on est un petit peu en retard aussi, mais on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment ces phases-là. Soyez clairs sur quelles sont vos attentes sur chacune des phases. Ça vous aidera, vous, à mieux également à mieux évaluer la continuité du contrat, le renouvellement de la période d'essai ou autre, mais également, c'est beaucoup plus de clarté pour le collaborateur qui va tout de suite voir si effectivement il y a des points à améliorer et à quelle vitesse il doit les améliorer. Et ça, franchement, le retour est hyper positif quand vous êtes au clair dès le début sur les différentes phases et sur quels sont les objectifs que vous avez sur chacune de ces phases-là. Clairement. Donc d'où l'intérêt de vraiment, déjà nous, d'ailleurs dorénavant, Cindy, ce qu'on fait, c'est que dès que le collaborateur arrive, les rendez-vous d'entretien sont déjà positionnés dans Staffingo et dans le planning des collaborateurs. Comme ça, ils savent déjà qu'aux différentes phases, ils vont avoir leur entretien. Et on n'oublie pas non plus, parce que le risque qu'on a, c'est que le manager oublie de faire l'entretien parce qu'il a eu 3 nouvelles personnes à des dates différentes, il ne sait plus trop où il en est. Là, il n'y a plus de problématique, tout est dans le calendrier et tout est dans Staffingo, tout est déjà préparé. Non, mais ça, c'est top. Ensuite, ce qui est important,
c'est aussi de se reposer la question sur le process qu'on a mis en place. C'est vrai que tout ne sera pas parfait. Il y aura forcément des choses qu'il va falloir faire évoluer et c'est là que c'est hyper important aussi pour vous, d'avoir, bon, ce rapport d'étonnement qu'on peut avoir de 2 manières, hein, soit de manière, je dirais, plus rigoureuse et plus, écrite, je dirais, à travers un outil, ben, comme Staffango, où vous allez pouvoir avoir un retour des collaborateurs sur son intégration et cetera, au bout de 3 mois, par exemple. Ça peut être un délai un petit peu plus court, hein, en fonction du Ouais, type j'allais de dire poste 3 que mois, vous c'est avez. vraiment le maximum, hein, parce Ouais, que 3 mois, je ça, suis d'accord. je trouve que pour un bon rapport d'étonnement, pour avoir vraiment de la data, des choses très pertinentes, c'est bien que ce soit encore un peu chaud, quoi. Parce que Je suis d'accord. 3 mois, moi, j'ai quelqu'un qui est déjà bien installé normalement. Donc, tu vois, 1 mois, je trouve Ouais. que c'est bien. Au bout d'un mois, ouais, je suis d'accord, nous on le fait au bout d'un mois et c'est vrai qu'un mois, on a déjà un feedback, comme tu as dit, qui est encore un petit peu «chaud» entre guillemets et ça nous permet vraiment à nous aussi de revoir notre process, de refaire des petits ajustements et d'avoir un processus d'onboarding qui est encore plus qualitatif. Donc ça aussi, il faut pas le sous-estimer. Ça peut être fait de différentes manières, hein. Ça peut être tout simplement pendant l'entretien également, profiter également pour demander les retours. Bon, l'avantage peut-être de la partie un peu plus, «écrite» entre guillemets ou en tout cas, via un outil, c'est qu'on va avoir aussi, peut-être plus d'objectivité, du Oui. collaborateur qui est On pas va en se face de permettre lui de à dire l'oral. plus de choses peut-être, ouais. Voilà, exactement. C'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on est en face de la RH ou du manager de lui dire que telle ou telle chose a dysfonctionné. Pour certains, d'autres transparents, tant mieux. Mais Mmh. voilà, en tout cas, ça peut avoir des avantages de le faire de manière, digitalisée. Ouais, ça permet de se remettre toujours en question sur, bah, sur notre fonctionnement, et puis ouais, d'être dans un état d'esprit d'amélioration, voilà, continue tout le temps sur cet onboarding parce que en fait, c'est très compliqué un onboarding et je crois que c'est pas figé. On C'est bien de le professionnaliser, de l'avoir en tête et de toujours s'adapter, mais bah, on le voit aujourd'hui, de toute façon, on a des générations qui évoluent, qui ont des attentes très différentes, qui sont très à cheval sur des choses sur lesquelles nous, on n'était pas forcément à notre époque. Je ne dis pas ça parce que je suis vieille. Je mais on a vraiment, on a des attentes aujourd'hui, enfin, et on a une jeune génération qui arrive en entreprise et qui est très, Mmh, tatillonne sur, enfin, en tout cas, qui regarde beaucoup, qui m'évite le mot toxique, voilà. C'est un mot qu'on ouais, retrouve beaucoup. Qui m'évite le mot toxique dans un environnement, à juste titre ou non, hein, mais je veux dire, en tout cas, qui fait très attention à son bien-être et à ce que se sente bien dans son environnement de travail soit, sain et agréable. Donc, très vite, si ça commence à être un peu tendu, si on commence à voir que ça cafouille, à droite, à gauche, cette génération-là, on la perd rapidement. Ils ont des exactement, ouais. attentes très Je suis élevées d'accord. et ils aiment pas être trop étouffés non plus, donc voilà, faut trouver le juste milieu et c'est pour ça que je dis qu'un onboarding, c'est particulier parce que, d'une personne à l'autre, de toute façon, il faut savoir s'adapter, il faut toujours avoir cette, en tête que je parle trop, pardon, je vois l'heure qui passe. Mmh, Il faut toujours avoir en tête qu'il faut avoir cette, capacité, en tout cas, à se détacher du trop de process pour aussi faire, de l'humain, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. voilà, OK, merci Cindy. je t'en prie. Alors, je vais passer très rapidement dessus. Il y a d'autres indicateurs, hein, que vous pouvez suivre, il n'y a pas que le rapport d'étonnement, mais c'est vrai qu'il y a l'ancrage en 30 jours, ça peut être un quiz, hein, que vous donnez à vos collaborateurs. Enfin bref, il y a une multitude d'autres indicateurs. Le taux de rétention, je trouve qu'il est hyper intéressant parce que là, on a Oui. vraiment, la finalité en fait, hein. Est-ce qu'on a vraiment réussi à augmenter ce taux de rétention ou pas? Par rapport au mois précédent. Donc nous, effectivement, là, on a eu une amélioration même beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait. Hem, Ensuite aux actions qu'on avait mis en place en interne. Le time to productivity, ça aussi, je pense que c'est important. C'est est-ce qu'effectivement, on a réussi avec nos différents jalons à atteindre aussi, les objectifs qu'on avait définis et donc ça aussi, ça peut être un indicateur qui vous permet de comprendre la qualité de l'onboarding et Mmh. enfin le score de maîtrise, où là on va vraiment, donc là ça va quand même un petit peu plus loin. Là il faut vraiment structurer, correctement je dirais,
comment dire, l'identification des compétences qui sont nécessaires sur le poste, et de vérifier cette montée en compétences pour qu'ensuite il y ait une vraie mise en situation qui soit faite et qu'on puisse voir si pratiquement on a vraiment réussi, enfin si le candidat a vraiment réussi le test ou pas. Mais là, on est déjà sur des cas un peu plus, enfin beaucoup plus poussés. Les indicateurs les plus classiques restent quand même les 3 premiers, notamment le taux de rétention qui Le pour taux de moi rétention qui est le plus est important. hyper important, oui, et facile à Mmh. mesurer en plus. Et facile à mesurer. Oui, oui, oui et puis sur, voilà, quand on fait justement des intégrations de masse comme ça, comparer, une intégration à l'autre, quand on en a plusieurs qui se succèdent en plus, enfin moi c'était mon cas, mais du coup, c'est pas le cas de tout le monde, mais je veux dire quand on a, une 1re inté à 10, 15 jours après une autre inté à 15 et cetera, de pouvoir suivre ces données-là, ces datas-là, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui a changé entre ces 2, qu'est-ce qu'il y a enfin, je trouve que c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus pertinent et puis de le faire à date comme ça, 3 mois, 12 mois, voir comment ça évolue dans le temps aussi, c'est vrai que c'est, Mmh. pour moi, l'indicateur le plus pertinent là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.